Jetée dans le froid glacial, seule et trahie. Nuages avec neige. Sophia pensait que sa vie ne serait plus que douleur et solitude, jusqu'à ce qu'un mystérieux homme apparaisse dans la tempête, lui offrant un refuge inattendu. 3 jours dans une cabane isolée, où chaque instant devient un combat pour survivre, mais aussi une rencontre bouleversante qui pourrait tout changer. Entre danger, secret du passé et un amour naissant, découvrez l'histoire émouvante de Sophia et Julian, une romance qui défie la tempête et transforme la douleur en espoir. Cœur brisé, flocon de neige, préparez-vous à être transporté au cœur de la montagne, là où le froid mord et où l'amour peut renaître. Avec seulement les vêtements qu'elle portait, le monde de Sophia s'était effondré sous la trahison. Elle crut qu'elle mourrait là, seule, un destin cruel pour une vie déjà marquée par la douleur. Mais à la lisière de la désespérance, un homme apparut, énigmatique et imposant. Il lui offrit un refuge, une chance de survie, mais en échange de sa présence, un pacte étrange et temporaire destiné à changer leur existence. Le vent de la montagne mordait sa peau, chaque pas dans la neige profonde était un effort surhumain, et les paroles froides de son beau-père résonnaient encore. « Cette maison m'appartient maintenant. Ta mère est partie. Tu n'es rien pour moi. Pars. » Poussée dehors comme un objet inutile, Sophia lutta contre le froid, ses doigts et ses orteils engourdis, son corps tremblant de peur et de désespoir. Elle glissa, tomba, mais se releva, déterminée à survivre. C'est alors qu'elle aperçut, au loin, une fumée pâle et un éclat de lumière jaune. Une petite cabane, refuge inattendu au cœur de la tempête. Chaque mouvement vers elle était un combat, mais finalement elle atteignit la porte et frappa, tremblante. L'homme qui ouvrit était grand et fort, mais son regard, intense, portait plus de prudence que de menace. Il l'accueillit dans la chaleur de la cabane, lui offrant couverture et nourriture. Au fil des heures, entre le feu et le repas simple mais réconfortant, Sophia comprit que cet homme était un survivant solitaire, vivant en harmonie avec la montagne, droit et honnête dans sa rudesse, bien différent de l'homme manipulateur qui l'avait abandonné. Il lui expliqua les règles de leur séjour temporaire, simples et pragmatiques. Un toit, la protection contre la tempête et quelques jours de vie en commun pour que chacun survive. La peur de Sophia se mêlait à un étonnant sentiment de sécurité, et malgré la tension et l'inconnu, elle ressentit pour la première fois depuis longtemps une chaleur humaine véritable, douce et protectrice. Dans cette cabane isolée, au milieu des tempêtes de neige, Sophia trouva refuge, espoir et une étrange forme de lien avec cet homme, un souffle de vie qui lui permit de croire en demain. Jetée dans le froid mordant, Sophia avait vu son monde basculer, mais dans la cabane isolée où elle avait trouvé refuge, quelque chose d'inattendu était né entre elle et Julian. Ce qui aurait dû n'être qu'un accord fragile entre deux inconnus se transforma en un rapprochement intense, fait de chaleur, de présence et de besoins mutuels. Cette nuit-là, l'isolement et le silence les poussèrent l'un vers l'autre, et Sophia se sentit enfin regardée, enfin considérée. Au matin, elle se réveilla seule, le côté de Julian encore tiède, tandis que l'odeur du café et du repas se répandait dans la petite cuisine où il préparait le déjeuner avec une tranquillité presque déroutante. Le quotidien reprit, simple mais lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. En rangeant la cabane pour se donner une contenance, Sophia découvrit par hasard une vieille photo représentant Julian plus jeune, aux côtés d'une femme et d'un enfant. Lorsqu'il rentra et comprit qu'elle avait vu l'image, sa colère éclata, glaciale et blessée, révélant combien cette perte l'avait marquée. Elle tenta d'expliquer, mais il perçut dans son hésitation la curiosité qu'elle n'osait admettre. Derrière sa dureté, Sophia sentit pourtant une douleur profonde, et au lieu de s'éloigner, elle lui offrit une sincère compassion qui le déstabilisa autant qu'elle l'apaisa. La tension entre eux se fit lourde, mais au fil des heures, le silence et la proximité ramenèrent leurs émotions à la surface. Cette deuxième nuit fut chargée, non pas de violence, mais d'un besoin désespéré de se sentir vivant, chacun cherchant chez l'autre un refuge contre ses propres blessures. Dans cet échange tourmenté, une vérité se révéla. Ni Sophia ni Julian ne cherchaient à dominer l'autre, mais simplement à ne plus être seuls avec leurs fantômes. C'est alors qu'il lui confia enfin ce qu'il avait toujours tu. La montagne avait emporté sa femme et son fils 5 ans plus tôt, et depuis, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Sophia l'écouta, le soutint, et pour la première fois depuis longtemps, Julian laissa tomber ses défenses. Le 3e jour, l'atmosphère avait changé, une douceur fragile s'était installée. Ils partagèrent un matin tranquille, des gestes simples, un baiser timide et une tendresse inattendue. Ils se découvrirent autrement, sans peur, sans masque, apprenant les contours et les silences de l'autre. La journée se déroula entre confidences discrètes, rires rares mais précieux, et instants de complicité inattendue. Sur le porche,
Il lui montra les traces laissées par les animaux de la montagne et posa une main protectrice autour de sa taille. Sophia comprit alors que, malgré la tempête extérieure et celle qui vivait encore en eux, quelque chose d'inévitable avait commencé à naître dans cette cabane perdue. Une connexion fragile, mais réelle, presque aussi certaine que la neige qui continuait de tomber autour d'eux. Sophia et Julian se retrouvèrent liés par une confiance silencieuse bien plus profonde que ce qu'ils avaient imaginé. De retour dans la chaleur fragile de la cabane où le bois manquait, Julian voulut sortir au cabanon, mais Sophia insista pour y aller avec lui. Il finit par lui tendre un lourd manteau autrefois porté par quelqu'un qu'il avait aimé, un geste qui les plongea dans un silence chargé de souvenirs. Ils avancèrent dans la neige épaisse jusqu'au cabanon, et alors qu'ils empilaient du bois, Sophia sentit un frisson étrange. Dans l'ombre du sous-bois, 2 yeux jaunes brillaient. Un jeune loup, amaigri et affamé, les observait. Terrifiée, elle resta muette. L'animal avança, Julian réagit aussitôt et se plaça devant elle. Elle trébucha, le loup bondit, et Julian, sans arme, l'intercepta dans un choc brutal. Ils roulèrent dans la neige, l'animal griffant et tentant de mordre. Sans réfléchir, Sophia saisit une bûche et frappa l'animal, permettant à Julian de se dégager. Le loup, sonné, s'enfuit. Dans la cabane, Sophia soigna la blessure profonde de Julian avec une détermination calme, tandis qu'il la regardait. Comme si le monde avait failli basculer. Lorsque la tempête se dissipa, un silence lourd s'imposa. Leur pacte touchait à sa fin, et le chemin de la montagne serait dégagé le lendemain. L'idée de partir déchira Sophia, qui n'avait nulle part où aller et pour qui ces 3 jours avaient été un refuge inattendu. Julian ne lui demanda pas de rester, lié par un sens de l'honneur qui l'empêchait de rompre leur accord. Lors du repas, le silence était chargé d'émotions retenues. Sophia sentait son cœur se serrer à l'idée de quitter l'homme qui avait risqué sa vie pour elle, et Julian, derrière sa réserve, était ravagé par la perspective de la perdre. Quand il lui proposa un peu d'argent pour recommencer ailleurs, elle crut qu'il voulait se débarrasser d'elle, et sa douleur éclata. Il tenta de l'apaiser, avouant que la pensée de la savoir seule dans le froid lui était insupportable. Alors, brisée, elle murmura la seule chose qu'elle n'osait pas dire, « Demande-moi de rester ». Déchiré entre ses sentiments et ses peurs, Julian confessa qu'il l'aimait mais qu'il redoutait de revivre une perte qu'il n'avait jamais vraiment surmontée. Sophia lui répondit qu'elle aussi l'aimait et qu'elle ne voulait pas disparaître de sa vie. Son baiser fit tomber la dernière barrière de Julian, qui enfin la serra contre lui et la supplia de rester. Cette nuit-là, ils s'unirent sans contrainte, comme 2 âmes ayant trouvé un foyer. Les jours suivants devinrent un nouveau départ. Ils faisaient des projets simples, réparaient la clôture, cuisaient ensemble, transformant la cabane sans effacer le passé mais en lui donnant une nouvelle vie. Lorsque la neige fondit et qu'ils durent descendre au village pour des provisions, Sophia affronta ses anciennes peurs. Là, elle croisa quelqu'un de son passé qui tenta de l'humilier publiquement, mais la présence calme et protectrice de Julian suffit à renverser la situation. En posant simplement sa main sur son épaule, ils fit taire toute tentative de mépris. Et Sophia comprit qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait rester, vivre et être elle-même, sans crainte et sans honte. Face à eux se dressait un homme. Le magasin fournirait les provisions. Je vis une petite cantine servant des pâtisseries que je pensais qu'elle aimerait. Le contraste était frappant. Julian la guida loin, le bras protecteur autour de ses épaules, comme un bouclier. Armando resta sur le trottoir, humilié et furieux, le poing serré, décidé à ne pas laisser passer cet affront. Dans la cantine, Sophia tremblait, encore sous l'effet de l'adrénaline et de l'humiliation. « Je suis désolée que tu aies dû voir ça », murmura-t-elle. Julian lui prit la main. « Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été courageuse, tu l'as affrontée et tu n'as pas laissé ça te briser. » Il serra sa main avec force. « Cet homme se trompe. Tu n'es pas vêtue de haillons. Pour moi, tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue, et ce que nous partageons n'a pas de prix. Ne l'oublie jamais. » Ces mots apaisèrent l'âme blessée de Sophia et un sourire timide mais sincère illumina ses lèvres. « Je t'aime, dit-elle dans le brouhaha de la cantine. « Moi aussi je t'aime, ma petite fleur de la montagne, répondit-il, indifférent aux oreilles alentour. Mais l'incident avait semé une graine de menace. Armando n'oublierait pas et commença ses investigations, découvrant bientôt des informations sur Julian, l'homme vivant seul dans la montagne depuis la tragique perte de sa famille. Les dossiers d'Isabelle Acosta, vulnérable entre des mains aussi influentes que celles d'Armando, représentaient un danger silencieux. Cependant,
La paix idyllique de la montagne fut brisée des semaines plus tard par l'arrivée d'une voiture de patrouille sur la route cahoteuse menant à Caborna. 2 policiers en descendirent, l'un épuisé, marqué par l'expérience, l'autre jeune et nerveux. Julian s'avança, Sofia juste derrière, le cœur battant à cause d'un sombre pressentiment. Un des policiers brandit un document. Une ordonnance légale affirmant que, suite à l'instabilité émotionnelle de Sofia après le décès de sa mère, elle était sous la tutelle d'Armando et aurait fui sous l'influence de Julian. « C'est ridicule !» s'exclama Sofia. « Je suis ici de mon plein gré. C'est lui qui m'a chassé. » Le jeune policier, incertain, alterna le regard entre Sofia, la posture imposante de Julian et la cabane isolée. « Légalement, votre beau-père est votre tuteur. Il y a une plainte pour enlèvement contre lui. Vous devez venir avec nous. Monsieur Mendoza est arrêté, annonça l'aîné. Le mot « arrêté » frappa Sofia comme un coup. Julian se tendit, protecteur, tandis que le policier le plus jeune posa la main sur son arme. « Ne complique pas les choses !» cria Sofia, agrippant son bras. Malgré la résistance, Julian se laissa menotter, sachant que lutter mettrait Sofia en danger. La sonnerie métallique des menottes fut le son le plus effrayant qu'elle eût jamais entendu. En route vers la ville, elle vit par la vitre Julian poussé à l'arrière d'une autre voiture, son protecteur traité comme un criminel, brisant son cœur. Pourtant, leurs regards échangèrent une promesse silencieuse. « Je te retrouverai. » Mais la distance et la peur glaçaient Sofia. Armando avait gagné. De retour à la maison, il affichait un visage rassurant pour les policiers, mais Sofia savait la vérité et le qualifia de manipulateur. Jour après jour, enfermée, elle subissait son contrôle cruel, tandis que son esprit restait fort, forgé dans l'amour et l'épreuve. Avec courage, elle chercha des preuves dans le bureau d'Armando, découvrant une cachette secrète contenant les documents prouvant la fraude, les biens de sa mère et la vérité sur la tutelle illégitime. Sans argent ni téléphone, elle courut jusqu'au poste de police et remit les preuves au sergent Ramirez, confrontant Armando à sa malversation. Le lendemain, Julian fut libéré. Sofia l'attendait, et leur étreinte silencieuse scella leur réunion. Armando fut jugé pour fraude et falsification, ses biens saisis, et la maison rendue à Sofia. Une semaine plus tard, de retour à la montagne, ils découvrirent ensemble que leur famille allait s'agrandir. Sofia était enceinte. Les années suivantes, ils bâtirent une maison plus grande, élevant Matteo et Silvia, transmettant l'amour et la résilience. Le passé d'Armando devint une ombre lointaine, et l'amour de Julian et Sofia s'épanouit, prouvant que les secondes chances peuvent être plus douces que les premières, et que l'amour peut guérir même les cœurs brisés. Les saisons passèrent, et la montagne, témoin silencieuse de leur amour, changea avec eux. Le printemps fit éclore les fleurs dans les clairières, tandis que le rire des enfants remplissait la cabane devenue trop petite pour contenir toute leur joie. Sofia et Julian, désormais unis non seulement par l'amour mais par une confiance inébranlable, découvrirent la beauté d'un quotidien simple, rythmé par les tâches de la vie à deux et les aventures de leurs enfants. Matteo, curieux et intrépide comme son père, explorait les bois sous l'œil attentif de Julian, tandis que Silvia, douce et malicieuse, suivait sa mère, apprenant les secrets des herbes médicinales et des étoiles qui illuminaient la nuit. Chaque soir, autour du feu, Sofia racontait aux enfants des histoires de courage et de résilience, leur transmettant l'importance de la loyauté, de l'amour et du pardon. Mais la montagne n'était jamais complètement silencieuse. Parfois, le vent portait encore des échos du passé, la peur, les blessures anciennes, la mémoire d'Armando. Sofia, consciente que la vie pouvait changer en un instant, enseignait à ses enfants à reconnaître la force qui réside en chacun. Julian, de son côté, apprit à se libérer de la culpabilité qui le hantait depuis la perte de sa famille. Ensemble, ils créèrent un sanctuaire de joie et de sécurité, un endroit où l'amour surpassait la douleur et où la confiance était la fondation de tout. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la cabane d'un manteau immaculé, Sofia et Julian se retrouvèrent seuls sur le porche, regardant les étoiles scintiller dans le ciel clair. Le silence entre eux était confortable, chargé d'une intimité silencieuse. Julian prit la main de Sofia et murmura « Chaque tempête que nous avons traversée, chaque peur, m'a conduit ici, à toi. Et je ne laisserai jamais rien ni personne nous séparer à nouveau. » Sofia sourit, sentant la chaleur de ces mots réchauffer non seulement son corps, mais son âme. Nous avons survécu, nous avons trouvé notre chemin. Et maintenant, nous construisons notre avenir ensemble. À travers les épreuves et les tempêtes, ils avaient appris que l'amour véritable ne se mesure pas seulement dans les moments de bonheur,
mais dans la capacité à protéger, soutenir et se relever l'un l'autre encore et encore. La cabane, jadis simple refuge, était devenue le symbole d'un amour indestructible et d'une famille soudée par la résilience et la tendresse. Et tandis que la neige continuait de tomber doucement autour d'eux, Sophia posa sa tête sur l'épaule de Julien, respirant l'air pur de la montagne et savourant la paix qu'ils avaient conquise. Le passé était derrière eux, le présent était un cadeau, et l'avenir, un horizon rempli d'espoir, de rires d'enfants et de promesses que rien ni personne ne pourrait briser. Ele como se nunca tivesse acontecido. Eu acho que a opção mais plausível é a gente interromper o efeito do gás. Porque reverter o efeito do gás talvez não seja tão possível, e acho que eventualmente com o fluxo de Ucrânia voltando ao normal aqui na nossa realidade, a gente vai melhorando do efeito do gás. E Nossa. também talvez seja uma tentativa mais demorada, né? Uhum. De primeiro conter, eu também acho. É melhor pensar nisso antes. Porque se a gente fizer uma zona de quarentena, por exemplo, para as pessoas que estavam fora do bunker e vieram se proteger no bunker, as pessoas não vão obedecer a zona de quarentena e elas vão sair andando, que elas vão querer ir para suas casas, e aí vai ficar todo mundo contaminado como se estivesse lá fora. Uhum. Então, é melhor a gente ter, mano, do lado do TP já um negócio que a pessoa entrou, tomou, sei lá, um choque e passou limpa. Sim. Eu acho que de repente um choque pode ser. Um choque, tipo, leve, né? Não o suficiente pra deitar nós, mas o suficiente pra parar o efeito. Sim. É, exato. A gente. Porque assim, eu quero tirar a sentença de morte da cabeça da pessoa que foi contaminada. Porque eu e a Mora ontem, a gente tava simplesmente vivendo a nossa vida e a gente começou a tomar do gás, do absoluto nada. E se fosse uma versão forte do gás, ia ser uma sentença de morte. A gente não ia ter o que fazer. Então, eu quero que pelo menos a pessoa que vem procurar abrigo aqui no domo, ela consiga sobreviver. Tá.